le Figaro de ce week-end, je retiens deux articles, Hubert Védrine et Nathalie Polony. Et alors, Natacha Polony, excusez-moi, autant pour moi. C'est la même chose, parce que Natacha, c'est une déformation de Nathalie. Et je suis assez frappé par l'exposé de M. Védrine, qui a effectivement à son actif pas mal de choses intéressantes en tant que responsable diplomatique, notamment. Mais je constate à l'évidence une carence totale du modèle impérial. Alors totalement. On oppose aux nations un modèle économique, comme si c'était la seule alternative, comme si c'était la véritable dialectique. D'un côté les nations, de l'autre côté les critères économiques. D'ailleurs, c'est un petit peu ce que reprend Natacha Polony. Hein, mais alors elle aussi, elle dit, bon, bah, finalement, les gens, ça ne les intéresse pas d'avoir uniquement des critères et des appréciations d'ordre économique, mathématique, temps de points, de croissance, ou etc. Donc, dans les deux cas, il y a une carence du paradigme impérial. C'est quelque chose qui a été complètement refoulé, apparemment, de la conscience européenne, que ce soit pour des raisons liées à l'impérialisme, à la colonisation, à la décolonisation, que ce soit à cause de l'invasion, de l'occupation allemande et d'une unité européenne sous domination nazie. Et puis on peut remonter aussi à Napoléon pendant qu'on y est. Que ce soit avec l'Autriche-Hongrie, qui a été dépecée au lendemain de la Première Guerre mondiale, le traité de Versailles notamment, que ce soit pour l'Empire ottoman, qui lui-même aussi aura été dépecé au même moment, dans les années 20 du siècle dernier, que ce soit, bien entendu, pour l'Empire russe, avec ses satellites en Europe de l'Est, jusqu'en 1989, etc., etc. Donc, il y a là une crise d'un modèle qu'il faut réhabiliter, reformuler, refonder. Et à mon avis, c'est la seule solution, parce que l'Union européenne, c'est une dimension impériale, qu'on le veuille ou non. Mais, encore faudrait-il avoir conscience de ce que c'est que la dimension impériale. Et ça paraît complètement manquer à la culture politique des deux éditorialistes que j'ai signalés, cette dame Natacha Polony et ce monsieur Hubert Védrine. Alors c'est assez curieux que le Figaro soit obligé de ce fait de basculer dans une sorte d'apologie des nations. Védrine l'assène à différentes reprises dans son interview, ne pas sacrifier les nations c'est important, etc., etc. Or, il y a quand même dans l'histoire de l'Europe de grandes entreprises impériales, alors on peut les appeler impériales, on peut les appeler d'unification, supranationale, etc. Enfin, moi je préfère le mot impérial, à condition de préciser ce qu'on entend par là, et ça il faut toujours préciser les termes, et pas forcément rester aux représentations, aux stéréotypes concernant tel et tel mot. C'est pas ça qui s'appelle de la grande réflexion, que de s'en tenir à des associations d'idées, des sémantiques qu'on a pu apprendre quand on avait une dizaine d'années. Ben oui, c'est là que la pensée, on peut dire que le bagage intellectuel de la plupart des gens s'est constitué et s'est cristallisé, oui, c'est ça, dans les premières années de collège. Et donc, et après, ça ne bouge plus. Alors, il faut repenser la question de l'Empire,
on a un certain nombre de modèles, et il faudrait rappeler un certain nombre de vérités là-dessus. Premièrement, que la notion d'empire, elle se situe dans l'espace-temps, par définition. Elle se situe dans un très large espace-temps. C'est-à-dire qu'elle se situe, bien entendu, elle n'a pas de limitation absolue dans l'espace. C'est ça qui caractérise l'empire, c'est-à-dire qu'il peut toujours s'étendre, peut toujours intégrer de nouveaux éléments. Intégrer, c'est important parce que justement, quand on parle d'immigration, on parle aussi d'intégration. Et si on n'a pas une conception de l'empire, on n'a pas non plus une conception très heureuse, ni de l'occupation, l'annexion, ni d'immigration. Un pays qui n'a pas une philosophie impériale intéressante ne peut pas réussir son immigration. Et donc, bon, pour toutes sortes de raisons qu'on va développer éventuellement tout à l'heure. Je ne vais pas faire une conférence qui n'en finirait pas. J'ai déjà abordé ces questions. L'espace-temps, donc espace très vaste, non seulement à l'échelle de l'Europe, mais à l'échelle du monde, puisque les grandes puissances européennes ont quand même colonisé d'une manière ou d'une autre une partie de l'Asie, une partie de l'Afrique, une partie de l'Amérique, sous des formes différentes, d'où notamment le fait qu'on parle anglais et français en Europe, dans l'Amérique du Nord, et qu'on parle espagnol ou portugais dans l'Amérique centrale ou dans l'Amérique du Sud, et qu'on parle français et anglais notamment, et portugais d'ailleurs, en Afrique, sans parler bien entendu de la présence française en Indochine, etc. Et puis il y a autre chose, on pourrait parler aussi bien sûr de la présence hollandaise en Indonésie ou en Afrique du Sud, etc. Donc il y a une histoire et une géographie très large qui sous-tendent l'Empire et qui justifient l'Empire. En fait, l'Empire est sans limite. Alors, il ne s'agit donc pas d'enfermer une situation dans le présent. Et donc la France ne peut pas être enfermée ni dans ce qu'elle est en 2016, ni dans son territoire géographique spécifique. Donc ça, c'est hors de question, bien évidemment. Donc, cette espèce de volonté de cloisonner, en fin de compte, si vous voulez, au fond, il s'agit d'un règlement de compte. Il y a l'empire et il y a l'anti-empire. Et ça, c'est normal. Normal. Cette dialectique, elle est absolument normale. C'est la guerre entre la pluralité et la singularité. Parce qu'un empire, quelque part, il incarne la singularité. Un empire va englober un très grand nombre de pays. Et même de religions. C'est pour ça que la laïcité est une notion impériale, comme la notion d'État elle-même, qui n'est justifiée et légitime que justement pour gérer la diversité au sein de l'Empire. Alors, il faudrait quand même revenir là-dessus, parce qu'on a complètement oublié ces questions-là, et c'est une carence flagrante de ces journaux, et bon, évidemment, je ne lis pas Le Figaro tous les jours, mais j'ai l'impression que, je me trompe peut-être, n'est-ce pas, que la notion d'empire, elle n'est pas très développée dans les pages du Figaro, pourtant, elle devrait l'être. Il y a quelques allusions à la grandeur de la France, etc., mais on n'emploie pas le mot empire. Alors, maintenant, il y a le Brexit qui s'est produit de la part, justement, d'un empire. Parce que, je répète encore une fois, l'Angleterre est un empire. Et même si elle n'est pas un empire aujourd'hui, elle est ontologiquement un empire. Mais on ne peut pas être à l'avoir. Si, on a un passé, et ce passé, il pèse lourdement. Il pèse parce que tout simplement, il laisse des traces profondes dans le présent. Donc, ne considérons pas les pays dans une sorte de conception spatio-temporelle étroite. Pas du tout. Donc, le problème de l'Empire britannique, c'est qu'il a un péché originel, on peut dire. Il a une fragilité originelle, qui est sa langue.
C'est un paradoxe, parce que certains diront, mais non, au contraire, l'anglais est une langue mondiale qui est donc impériale, etc. Vous connaissez mes travaux là-dessus, mes théories là-dessus. L'anglais est une langue colonisée. Et donc, quelque part, quand une langue est colonisée, c'est qu'elle s'inscrit dans un empire. Mais un empire qui n'est pas le sien. Alors, quel est l'empire dans lequel l'Angleterre s'inscrit? C'est évidemment l'empire français. C'est la domination culturelle, linguistique, démographique. Je parle encore une fois dans une histoire, dans un espace-temps large, n'est-ce pas? Arrêtons de nous situer en 2016. C'est dérisoire. La nouvelle histoire, d'ailleurs, nous l'apprend, où les choses sont dans la longue durée. Donc, l'Angleterre, si vous voulez, il y a 3 catégories de rapport à l'Empire aujourd'hui. Il y a ceux qui s'enferment dans leur nation, ou qui veulent un espace-temps très court. Aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, je suis là, et là, dans ce périmètre-là. Deuxièmement, il y a les vrais empires, qui ont un passé de colonisateurs forts, puissants, qui ont englobé des nations très diverses, par différents moyens, économiques, culturels, etc. Et puis, il y a l'empire anglo-saxon, britannique. C'est un empire étrange. C'est-à-dire qu'il est à la fois impérial, mais en même temps, comme je l'ai dit il y a quelques instants, il est lui-même colonisé. Il a une attitude de... L'Angleterre est une colonie de l'Empire français. C'est une évidence depuis le XIe siècle. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument réaffirmer. Et il y a eu un tabou à ce sujet-là qui va peut-être être levé par le Brexit. Il ne s'agit pas de ménager l'Angleterre, il s'agit au contraire d'évacuer l'Angleterre parce que c'est un modèle hybride, l'Angleterre. C'est-à-dire à la fois, ils ont une ambition et une histoire quelque part impériale, mais en même temps, ils ont les stigmates d'un pays colonisé, et donc qui n'a pas de ce fait même complètement les lettres de noblesse nécessaires pour s'affirmer de façon impériale. Et finalement, on voit que la France est la mieux placée, à tout point de vue, à condition qu'elle fasse valoir tout ce qu'elle a pu apporter au monde, hein, sur le plan linguistique, sur le plan architectural, enfin, son rayonnement au cours du dernier millénaire, si on veut, n'est-ce pas? Et c'est autour de la France que doit se constituer l'Europe. Alors l'Allemagne, son rapport à l'Empire, il est extrêmement problématique. Hein. Rappelons que, bon, effectivement, il faut bien reconnaître que au niveau historique, il est évident qu'on a parlé d'un Saint-Empire romain germanique, n'est-ce pas, qui a duré quand même plusieurs siècles, mais qui était finalement associé à la question de Rome. Enfin bon, question complexe. Il y avait des élections, et puis c'était finalement un empire essentiellement germanophone. Et le fait est que quand les nazis ont gagné, alors les Allemands ont créé leur deuxième et le troisième Reich sur les victoires de 1870 et 1940, en France notamment, puisque le deuxième Reich a été célébré à Versailles. Bon. Alors, le troisième Reich, on peut presque dire qu'il a été consacré à Paris, en quelque sorte, avec l'entrée de Hitler dans la capitale. Et visiblement, ça a été catastrophique. Ça a été catastrophique quand Hitler est sorti des frontières de l'Allemagne, après avoir joué cette carte pan-germanique. On a vu que ça donnait des choses absolument épouvantables. Bon, on va revenir là-dessus. Donc là, l'Allemagne s'est disqualifiée. Elle s'est disqualifiée, elle a montré ses limites, et elle a montré qu'elle n'était pas à la hauteur d'une véritable vocation impériale.
Donc ne comptons pas sur l'Allemagne pour pouvoir rayonner sur le plan impérial. Et puis je fais une petite parenthèse pour Israël pour comparer aussi, pour montrer que les pays quand un pays n'a pas une véritable vocation impériale, c'est catastrophique, et quand il gagne les guerres, eh bien il aurait intérêt à se retirer, parce qu'il n'est pas capable de gérer les nouvelles possessions, les nouveaux territoires qu'il aura occupés. On peut l'expression sciemment des territoires occupés, ce qui est d'ailleurs l'expression qui a été utilisée à partir de 1967 pour désigner la Cisjordanie actuelle. Donc, voilà, il ne faut pas confondre les genres. Hein. Quand on élabore des projets politiques avec des concepts qui ne sont pas clairs, qui sont finalement des empires qui sont en réalité des nations, un pouvoir impérial, c'est un pouvoir qui se situe au-delà de telle ou telle nation. Il a une histoire complexe. La France a montré qu'elle avait la fibre impériale, c'est évident, et que, elle a marqué toute l'Europe, au niveau linguistique notamment, que ce soit l'Angleterre, que ce soit l'Allemagne, très puissamment marquée aussi par le français, moins que l'anglais, mais beaucoup quand même. Il suffit de prendre un traité de philosophie, par exemple, ou de politique allemand, et de cocher tous les mots d'origine française, vous en avez des centaines et des centaines. À commencer par Karl Marx, par exemple. Donc il n'y a pas de souci, il n'y a pas photo, comme on dit. Donc, voilà ce que je voulais dire dans l'immédiat. Il y a un point aveugle dans ce genre d'exposé, de vitrines, etc. Le point aveugle, c'est un traumatisme par rapport à l'impérialité, et on ne peut pas, il va falloir le gérer, ce traumatisme. Donc finalement, par rapport à la crise actuelle, la réponse, c'est repenser la notion d'empire, et c'est comme cela que l'on pourra avancer, parce que l'on veuille ou non, l'Union européenne, c'est déjà en soi un projet impérial au départ, où la France, en 1957, joue un rôle évidemment central. Donc c'est pas nouveau de ce côté-là. Et les Allemands, comme les Anglais, sont mal placés pour disputer à la France cette dimension centrale au niveau spatio-temporel.